La fin du QE, du quantitative easing de la BCE, ce méga programme de rachat d'actifs, sa fin pourrait bien être annoncée jeudi prochain. On en parle avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Président du cabinet PrimeView. Alors, c'est ce que nous a dit en creux hier le chef économiste de la BCE, Peter Praet, qui quand même est une colombe à la base. D'après lui, si j'ai bien compris, la BCE débattra la semaine prochaine, réunion prévue je ne sais plus où, mais pas à Francfort. Elle débattra de la question justement de la fin de ces rachats d'actifs. Est-ce qu'on peut dire, je sais que vous allez me dire finalement que ce soit septembre ou décembre, la fin du QE, on s'en fout, mais quand on voit la réaction sur l'euro-dollar, on dit quand même que ça a des impacts. Est-ce que sérieusement, on y verra enfin plus clair le 14 juin, jeudi prochain, sur les intentions de la BCE? Est-ce que jeudi prochain, elle nous envoie des signaux en disant voilà, effectivement, voilà, d'ici peu je vais vous le dire et en juillet je vous dirai vraiment ce que je vais faire, ou est-ce que jeudi prochain on sera fixé? Les choses s'accélèrent un peu quand même. Et heureusement d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Alors, malheureusement, nous ne faisons pas partie de l'équipe qui rédigeons les communiqués de presse issus de la Banque Centrale Européenne. Donc, est-ce que c'est le moment où ils vont se positionner? Je ne sais pas. Maintenant, il faut être clair. Effectivement, la position de Peter Praet d'hier nous a surpris et nous surprend. Parce qu'aujourd'hui, en fait, effectivement, le discours consiste à dire l'économie va mieux. On l'a même entendu dire que finalement, l'inflation pourrait revenir sur les objectifs de la BCE. Rendez-vous compte, 2%, on est à 1,1% sur la core inflation, l'inflation sous-jacente, hors les éléments volatiles que sont l'énergie et l'alimentation. Mais sur l'inflation globale, on est à 2. Oui, mais on s'en fiche. Il est fondé de dire on est à 2%. Voilà, on se connaît depuis suffisamment longtemps pour savoir que voilà, vous connaissez ma réponse. Ce n'est pas le sujet. L'inflation importée… Qu'est-ce qu'elle regarde, la Banque Centrale Européenne? L'inflation sous-jacente. Enfin, en gros, elle regarde quoi? Elle regarde le fait que, à travers les prix, on peut lire, lorsque les prix augmentent vite, voire trop vite, une notion de surchauffe dans l'économie européenne. Et en fait, le proxy, c'est-à-dire regarder l'inflation, ça consiste à dire est-ce que finalement nos économies utilisent des leviers qui ne sont pas pérennes pour croître trop vite par rapport à leur potentiel? Est-ce que cette question-là se pose aujourd'hui en Europe? La réponse est non. La réponse, me semble-t-il, est non. Et donc c'est là où c'est vraiment surprenant. De dire que déjà des pressions inflationnistes nous ramèneraient l'inflation sous-jacente vers les objectifs de la BCE qui sont 2%. Il est chef économiste de la BCE, Pierre, il sait ce qu'il raconte, non? Eh bien, alors l'avantage, en fait, c'est quand on parle de demain, c'est que personne n'a raison, d'une certaine manière, puisque ça ne s'est pas encore réalisé. Après, derrière, donc ça nous a surpris. Pourquoi? Donc, les arguments qui sont mobilisés nous surprennent. 2, le contexte et le moment. N'oublions pas quand même que l'Europe quand même vit avec le couperet italien. Alors certes, on n'a pas l'euroscepticisme associé en fait au ministère de l'économie donc en Italie, mais tout de même sur un gouvernement qui nous offre peu de visibilité quant à ce qu'il va vouloir faire. Ça ne veut pas dire qu'il est bon ou mauvais, mais on a peu de visibilité. Normalement, les marchés n'aiment pas ça et on le voit bien. Les marchés sont tendus, restent tendus. On a beaucoup baissé, on a un peu repris, mais on a du mal en fait à avoir la visibilité suffisante pour faire revenir les gens. Le 10 ans italien est toujours aux alentours de 3%. De 3%, mais ça veut dire que beaucoup. Malgré les turbulences en Italie, la BCE ne change rien à son calendrier et c'est ça la surprise. Eh bien oui, parce que selon nous, ça veut dire que la BCE joue avec le feu. D'ailleurs, au moment même où les marchés se sont affolés, où les taux italiens sont passés de 1,8% à 10 ans à 3,4%, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est simple, soit les marchés passent en bear market, c'est-à-dire un marché fondamentalement baissier, en raison finalement de cette hausse des taux, parce que la Banque Centrale Européenne ne les protège pas. Et donc notre position était de dire naturellement la Banque Centrale Européenne va défendre les Européens et donc va empêcher en fait les taux de monter. Aujourd'hui, les discours, c'est un discours plus rigoriste que ce qu'on attendait, dans un climat qui est plus tendu que ce qu'on anticipait. Donc, vous voyez, attention. Attention, parce que la dynamique… Elle prend un risque de stresser les marchés. Bien sûr. Pas pour rien, mais fondamentalement, tout pousse à ce qu'elle sorte quand même de son QE. La croissance est quand même là. L'inflation n'est pas 2%, mais elle augmente. La Fed a pris beaucoup d'avance. 0,9, 1,1, David, soyons raisonnables sur l'inflation sous-jacente. L'inflation n'augmente pas. L'inflation en Europe, c'est 2% c'est de l'énergie. Voilà, mais c'est de l'énergie. Le pétrole, c'est l'Europe. Pourquoi les prix du pétrole augmentent? Donc encore une fois, la question de fond pour la Banque centrale, c'est éviter que mon économie à moi, pas celle des autres, soit en surchauffe. L'augmentation du prix du pétrole, c'est un stress sur l'offre en raison de Trump qui met un peu le bazar en fait autour de l'Iran. Donc concrètement, et tout un tas d'autres choses. Donc en fait, ce n'est pas lié à la dynamique interne de l'Europe. Donc la croissance est là en Europe, oui.
mais elle ralentit un petit peu. C'est-à-dire qu'elle va être un peu au-dessus de son potentiel cette année si tout se passe bien, mais grosso modo, on ne peut pas parler de surchauffe. On a eu une année, rendez-vous compte, une seule année au-dessus de son potentiel. Et à partir du moment où on a une seule année au-dessus de son potentiel, on considérait qu'on est en surchauffe. Je pense que c'est une erreur d'analyse assez fondamentale. Donc elle joue avec le feu parce qu'elle risque, bien au contraire, d'empêcher le calme de revenir sur les marchés, notamment cet été parce qu'on sait que les étés sont souvent un petit peu agités. Eh bien, si elle ne prend pas position pour dire clairement avant l'été que donner ce message-là aux investisseurs internationaux, la Banque Centrale Européenne empêchera tout investisseur ou tout pays d'attaquer finalement les pays européens. Mais je sais, mais donc, on a hier le chef économiste qui nous dit en gros, la semaine prochaine, on va débattre de la fin du QE. À aucun cas, il a laissé envoyer un signal en disant l'Italie, on garde ça du coin de l'œil. Ça ouvre la porte à certains investisseurs internationaux d'avoir la tentation d'aller justement voir si l'Europe existe encore, si la zone euro existe encore, et s'il est toujours défendu par sa Banque Centrale Européenne. Et donc ça se traduira par quoi ? Ça nous promet un été agité, ça encore. Oui, parce que concrètement, si les taux restent à 3% en Italie, tout à l'heure on parlait de dynamique économique, c'est mort. La dynamique économique, elle tient parce que… En Italie, mais là pour le coup, on n'est pas en Grèce. L'Italie, ça reste une vingtaine de pourcents de l'économie européenne, et donc ce n'est pas les mêmes conséquences. C'est-à-dire que les agents privés italiens, que ce soit les entreprises ou les ménages, ne sont pas capables de supporter des taux qui sont 1,5% plus élevés qu'il y a un mois. Donc concrètement, marché immobilier, vous savez ce que ça veut dire. Consommation, vous savez ce que ça veut dire. Ça baisse. Et investissement, vous savez ce que ça veut dire. Ça baisse. Donc concrètement, là, on va avoir des conséquences macroéconomiques si la Banque Centrale Européenne ne dit pas concrètement vous ne pouvez pas attaquer les taux italiens car nous les défendrons. On n'en est pas là. Pour l'instant, on n'en parle pas du tout. Pour l'instant, d'ici juillet ou plus tard, on saura à quel moment, septembre ou décembre, s'arrête le QE. Quel est l'impact, encore une fois, de cette décision à venir ? Elle nous prépare, la BCE, à ça, sur les taux souverains italiens et les pays périphériques, et sur les banques italiennes aussi. Alors, on va dire, quel impact ? De manière prévisible. Il y a quand même deux sujets par rapport à ce que je viens de dire. Il y a un sujet de communication et de message qui est le plus important. Il y a le sujet, est-ce qu'on continue à faire baisser le quantitative easing, c'est-à-dire l'argent qu'on investit chaque mois pour racheter des obligations souveraines, concrètement. Il y a deux dimensions différentes. Le plus important, c'est le message. Il faut que le message soit extrêmement clair aux investisseurs internationaux. Ne vous amusez pas à spéculer contre un pays européen, nous le défendrons. Ça, c'est ce qu'on n'a pas jusque-là. Après, les impacts réels du quantitative easing européen, il faut les relativiser. C'est-à-dire que sa disparition, on en a moins besoin, et ça vous l'évoquiez jusque-là, parce que, pour une raison toute simple, c'est que l'Europe, d'un point de vue global, est excédentaire en termes d'épargne. C'est-à-dire que chaque année, elle génère plus d'épargne qu'elle n'en consomme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'on a des excédents courants et on a peu de déficit public au niveau européen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire elle s'endette quand même, la zone euro s'endette, chaque gouvernement émet de la dette. En France, c'est quoi? C'est entre les tombées et le déficit, c'est 150-200 milliards. Oui, mais le stock d'épargne à disposition est très au-dessus en fait, de ces montants-là. En fait, il faut comparer deux choses. Les besoins de financement public, les déficits publics sont couverts soit par les excédents courants du privé, à savoir on exporte plus qu'on importe. Il y a un point de PIB de déficit en zone euro. Oui, c'est rien. Il y a un point de PIB tous les ans. Voilà, il y a quasi plus de déficit public en Europe, alors qu'on a des excédents courants. Un point de déficit public en zone euro, il est financé par les excédents d'épargne. C'est-à-dire le stock plus important d'exportation que d'importation en Europe. Donc les excédents courants permettent de financer une partie de ce besoin de financement, plus le décalage d'épargne réalisé par les ménages et les entreprises par rapport à ce qu'elles investissent. Et ce stock-là, très important, vient financer naturellement les besoins de finances publiques. C'est-à-dire quoi naturellement? Naturellement, c'est-à-dire pour être très concret, on va éviter les mécanismes. Pour être très concret, les ménages et les entreprises européennes fabriquent plus d'argent qu'ils n'en investissent et n'en consomment. Ça veut dire qu'il y a un stock d'épargne à disposition. Ce stock d'épargne-là, il doit être investi quelque part. Eh bien, il investit dans l'offre de papier et le besoin de financement public et fait partie de l'offre de papier, mais en sachant qu'aujourd'hui, il est tout petit, il augmente peu. Donc, vous avez beaucoup d'épargne qui augmente. Sans faire appel aux capitaux étrangers. Sans faire appel aux capitaux étrangers. Et ça change tout. Sans besoin de la Banque Centrale Européenne. C'est pour ça que la notion de disparition… Oui. Donc il y a deux choses. La disparition du quantitative easing, tant que vous avez un stock d'épargne qui augmente, grosso modo, en Europe, on a assez d'argent pour financer les besoins de financement public. Donc concrètement, ça n'a pas d'importance aujourd'hui. On le supportera à partir du moment où les pays, en réalité, qui portent le surplus d'épargne, acceptent de financer et d'investir dans les besoins de financement des autres. C'est là qu'on rentre dans le détail, la zone euro n'existe pas. C'est tout. C'est livresque, c'est théorique. On a une monnaie. Les excédents d'épargne en Allemagne ne vont pas financer les besoins. Eh bien, c'est le doute qu'on peut avoir. Italie ou en Espagne. C'est le doute qu'on peut avoir. C'est pour ça que j'en reviens. De cloisonnement, en fait, c'est ça. Voilà, mais c'est pour ça que j'en reviens en fait à la question initiale. L'important, c'est le message. Tant qu'on n'est pas sûr que nos excédents fabriqués par certains financeront les besoins
fabriqués par d'autres. Et ben, concrètement, ça, il n'y a pas que nous qui le savons, hein, c'est l'ensemble des investisseurs qui sont au courant. Et donc, si derrière, ils le voient, et bien, ils vont tenter, entre guillemets, de spéculer probablement pour voir si justement donc elle, le marché elle a est un double cohérent. message à faire passer. Oui, elle peut dire le quantitative Ah, easing, même si le quantitative easing en fait s'éteint de manière naturelle au Septembre regard ou de décembre, nos, ce qui est finalement de nos pas un fondamentaux, vrai sujet. absolument, parce que l'Europe a les capacités en fait de le supporter sans aucun souci. Ne vous amusez pas pour autant, ne comprenez pas pour autant que nous ne sommes pas les premiers défenseurs entre guillemets des États européens à travers l'inflation qu'on pourrait connaître sur les taux d'intérêt. Donc c'est ça vraiment le sujet. La notion de quantitative easing, on a la capacité en fait de s'en passer. Mais par ailleurs, attention, parce que les troubles et le manque de cohérence en fait, de la zone peuvent donner l'idée à certains d'aller attaquer l'un de ses membres. C'est encéphalogramme. Franchement, c'est surprenant. Honnêtement, c'est Et donc, surprenant. pour vous, on finit là-dessus, la BCE joue avec le feu. Oui, parce que là, sans prendre position. Non, mais là, c'est concret. Hein. Ça, c'est pas théorique. Hein. C'est pas dans les idées. Elle joue avec le feu parce que n'étant pas intervenue sur le marché, vous l'avez dit tout à l'heure, les taux italiens sont encore à 3%. Quand il y a un mois, ils étaient à 1,8%. La dette souveraine italienne dans le cadre de son QE. Ce qui compte, mais vous allez me dire d'ailleurs, l'Italie n'émet pas de dette en ce moment, donc ça n'a pas d'importance. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est-à-dire que le taux italien à 10 ans, c'est celui qui fixe finalement le taux auquel emprunte le ménage italien et l'entreprise italienne. Ce qui fait que le risque des taux à 3 ans, ce n'est pas la soutenabilité des finances publiques italiennes, c'est l'économie, la dynamique de croissance en Italie qui a à peine redémarré. Et donc ça, il faut faire très attention. Et bien dans ces cas-là, on est à mon sens plus dans le dogme et l'idéologie que dans en gros, être au service des intérêts européens. Je vous laisserai répondre à cette question. Allez, merci pour ces explications. Tout ça est signé Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci. Merci David.